Alors, ce n'est plus un secret pour personne, je pense. L'intelligence artificielle prend de plus en plus d'ampleur dans notre quotidien et les cybercriminels n'hésitent pas à s'en servir. De leur côté, si je vous pose là la question comme ça, on va rentrer dans le détail plus après, selon vous, est-ce que l'intelligence artificielle est-elle plutôt une opportunité du côté de la cybersécurité ou de la cybercriminalité? Séverine, vas-y. Je dirais que l'IA, c'est une opportunité aussi bien pour la cybersécurité que la cybercriminalité. Parce que... On se mouille pas là-bas. Parce que comme toute révolution, hein, l'IA a ses avantages et ses inconvénients. Okay. Voilà. Et toi, Ritek? Je suis assez d'accord. Bon, j'espère que ça va être quand même le côté du bien va gagner au final, mais oui, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Séverine. Alors, on va voir que donc l'IA au service, on va commencer par l'IA au service de la cybercriminalité. On va parler d'accessibilité, par le fait que en fait, finalement, l'intelligence artificielle rend davantage accessible la criminalité, elle la démocratise même. Et il y a même Europol qui prévient que les outils sans code qui sont basés sur l'IA, donc quand je dis sans code, c'est ceux qui convertissent le langage naturel en code, pourraient conduire à une nouvelle génération de ce qu'ils appellent de script kiddies. Alors script kiddies, je suis allée chercher, c'est des personnes qui n'ont pas de compétences en sécurité informatique, je ne connaissais pas ce terme, mais qui essaient d'infiltrer des systèmes en se servant de programmes simples d'utilisation qu'ils ne comprennent pas. Et donc ces personnes-là, ces script kiddies, donc ils ont des faibles connaissances techniques, mais ils ont des motivations et des idées pour la cybercriminalité. Donc finalement, l'IA, permettrait de rendre plus accessible la cybercriminalité par rapport à ça. Et je suis notamment... Ah oui, j'ai oublié de me demander, est-ce que c'est possible de mettre le son ou c'est compliqué? Parce que j'aurais bien... Le son, en fait, j'ai un asset et j'aurais bien voulu montrer le son en même temps. Il faut descendre dans la partie Speaker Emotion Maintenance. En gros, j'aimerais bien vous parler de Vali, qui fait plutôt peur si on en écoute... si on écoute les gens autour de l'intelligence artificielle et ceux qui s'occupent notamment bref, je me perds. Donc Vali fait peur, ce nouveau modèle d'intelligence artificielle, donc il est développé par Microsoft et il est capable de générer un discours imitant n'importe quelle voix à partir d'un enregistrement de 3 secondes. Et donc sur l'asset qu'on a choisi, si on montre la partie Speaker Emotion maintenant, ce qui est incroyable, c'est qu'il faut descendre un petit peu. Ouais, encore. Et il faut, je crois, je sais plus où c'est. Il faut appuyer sur les petites... Ouais, nickel. Et donc, là, la phrase, c'est je vois pas trop, why I have to, nanana. Bref, je vois pas, désolé. Et en gros, donc ça a été l'enregistrement qu'a fait la personne. Ah, trop bien, vous pouvez zoomer, merci. Et donc, grâce à Vali, ils ont enregistré, genre, c'est comme si en fait je disais bonjour, je m'appelle Laure et j'ai 30 ans. Et juste avec ça, ils arrivent à faire une voix, j'allais dire enjôlée, ça se dit enjôlée, genre joyeuse, quoi. D'accord. En mode salut, je m'appelle Laure et j'ai 30 ans. Alors que moi, j'ai pas enregistré ce truc-là. Ils peuvent faire un truc en colère, un truc de dégoût, etc. Est-ce qu'on peut en écouter 2, ça marche ou pas? Her face was against his breast. Ok. Ils entendent mais pas nous, très bien. Bon, tant mieux. C'est le principal. Est-ce que tu peux en faire écouter juste 2? We have to reduce the number of plastic Ok, nickel. Je crois que les 2 premiers, le premier c'est quoi? C'est colère. Et le deuxième, je vois pas. Sad, non? Sleepy? Ah oui, c'est genre en mode fatigué, elle baille et tout, je crois, sur un des trucs. Bref. Voilà, donc je trouvais ça trop bien. Vous connaissiez Vali ou pas? Vous en avez entendu parler? Franchement, non, même pas. Pas spécialement. Ok. Après, c'est des technos, je ne connaissais pas le nom, mais le principe, oui, c'est... D'ailleurs, récemment, il y a eu une vidéo qui fait un peu le buzz, où c'était Johnny qui chantait du Pokémon. C'était assez sympa. Je ne sais pas avec quel techno ils l'ont fait, mais... Énorme. Mais ouais. Et on aurait dit... Du coup, toi, tu l'as écouté? Ouais, on aurait dit vraiment Johnny? Franchement, c'est Johnny. Ah, génial. Faut que tu nous le retrouves, faut que tu nous le partages, ce truc-là. Ouais. Alors, il y a aussi dans le même... Ah oui, et d'ailleurs, c'est clonage vocal, là, ça s'appelle le vishing. En fait, c'est un phishing vocal.
Voilà, petit aparté. On a aussi donc ChatGPT, dont on entend énormément parler en ce moment, hein, et apparemment il pourrait créer des malwares. Et donc je voulais en savoir un peu plus, savoir comment ça fonctionne. Wojtek, est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, donc globalement, en ChatGPT, on peut lui poser n'importe quelle question, il va nous répondre et il est assez bon finalement. Lorsqu'on lui pose des questions précises, développe-moi tel bout de code pour faire telle chose, etc. Il faut être vraiment très spécifique, très précis. On va aussi pouvoir pas seulement faire des programmes, on va dire, classiques, mais on va pouvoir essayer de faire des programmes malveillants avec ce ChatGPT en lui disant « Ok, créez-moi une fonction qui va chiffrer peut-être tous les fichiers ou ce genre de choses. » Donc il n'est pas encore à 100% au point, dans le sens où, sans connaissance, vraiment, je pense que c'est difficile de le faire fonctionner directement. Oui, il faut connaître un peu quand même pour poser la bonne question. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a aussi des phases où, en théorie, il a une éthique. Du coup, il va nous dire non dans un premier temps. Mais il y a eu plein d'articles. J'aime bien le « dans un premier temps ». Voilà, donc il va nous dire c'est pas possible. Voilà, je ne fais pas d'action malveillante. Je sens que ça va être pour des actions malveillantes et tout ça, et je ne participe pas à ça. Enfin voilà, il le dit pas comme ça, mais c'est l'idée. Et derrière, si on lui dit ok, mais en fait je le fais pour apprendre, typiquement ça va lever cette barrière et on va pouvoir avoir accès au code qu'il aurait généré voilà, lors de la première phase. On peut faire ça, on peut faire, imaginons, on lui donne un code, on va lui dire maintenant change les variables et mets des noms de famille, donc il ne va pas y voir de choses malveillantes et au bout d'un moment il va plus savoir vraiment trop ce qu'il fait et en fait on peut le manipuler finalement un peu pour obtenir ce qu'on veut, c'est-à-dire un code finalement malveillant, et donc il y a pas mal de chercheurs qui se sont lancés là-dedans et donc ça fonctionne plus ou moins, ils sont pas encore on va dire il faut bien l'aider, il faut savoir ce qu'on veut, mais on s'en rapproche, et en fait les nouvelles itérations de ChatGPT donc qui auront accès à Internet, qui du coup il y a une concurrence énorme aussi sur ce truc là. Elon Musk vient de lancer la sienne et tout ça, et ça force les autres à aller de plus en plus vite. Moi j'ai pas de doute que bientôt ça va être possible, et peut-être même avec des phrases plus simples où on lui dit juste l'étape macro, je veux un logiciel malveillant, et puis il va nous sortir quelque chose. Ouais, là pour le coup ce serait vraiment dangereux, parce que si aujourd'hui, comme tu dis, il faut des connaissances, ça va, parce que ça va, entre guillemets, c'est quand même, ça facilite, on gagne du temps. Il y a eu, je sais plus quel article qui disait, où ils ont réussi à quand même à faire un logiciel malveillant, et que là ils l'ont fait peut-être en 2 jours, alors qu'ils pensent que ça aurait nécessité 15 semaines avec 5 personnes à plein temps, ou des choses comme ça. Donc on gagne quand même beaucoup de temps, même pour des gens qui s'y connaissent. Donc c'est quand même, ça peut être quand même très dangereux, mais ouais. Et on peut aussi faire pas seulement juste un malware, un logiciel malveillant, on peut peut-être aussi rajouter d'autres fonctionnalités pour l'obfusquer, pour le rendre indétectable. Ça par contre, il est plutôt bon aussi. Voilà, sur la phase attaque en tout cas. Et donc l'IA peut aussi améliorer la qualité du contenu, du contenu des cyberattaques, notamment donc, créer des faux contenus, donc, y compris des vidéos et des images, et qui peuvent être utilisés pour tromper les utilisateurs. Séverine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ça ? J'ai vu passer une étude qui a été menée en 2021, justement à propos de ça, menée par, je crois que c'était l'agence gouvernementale de technologie de Singapour, donc, qui a mené cette étude. Et en fait, elle disait que l'IA générative était capable de créer des mails de spear phishing très convaincants, avec un taux de clic beaucoup plus important. C'est quoi le spear phishing ? Le spear phishing, c'est comme par rapport au phishing classique, qui, je le rappelle, a pour but d'envoyer un mail assez général à un très grand nombre de personnes. Le spear phishing, lui, va beaucoup être plus... être beaucoup plus ciblé envers une personne. Une personne en général, parce qu'en fait, tout simplement, c'est parce que le mail est personnalisé. Donc on met dans le mail les données personnelles de la personne, son prénom, etc. Et du coup, la personne, c'est vrai que son taux de méfiance est beaucoup plus faible. Donc ça marche assez bien. Et du coup, oui, cette étude avait conclu comme quoi une IA générative était capable de générer du spear phishing, des mails de spear phishing beaucoup plus convaincants que si c'était un humain qui avait écrit l'email en fait. Ouais, ok. Donc encore plus dangereux. Ouais.
Et en plus, l'IA qui avait fait ça, c'était un ancêtre de ChatGPT. Ah. ChatGPT que tout le monde utilise aujourd'hui. Oui, carrément. Et Mm. qui était sûrement moins connu, et petit Oui. moins... comment on dit? C'était une version moins améliorée, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que l'IA permet de débloquer pas mal de choses et au grand public, en fait. Ouais. Ça rend accessible des choses qui étaient moins évidentes auparavant. Oui, carrément. Et là, par rapport à ce que tu dis, c'est qu'on va tomber encore plus en plus dans le piège. Oui, c'est ça. Et on en parlait quand on a préparé l'émission. Oui. Et j'aimais bien ta remarque qui était aujourd'hui, dès qu'il y a une faute d'orthographe, etc., on comprend direct que c'est faux. Et toi, ce que tu disais avec Oui. Tech, c'est que demain, on va chercher justement la faute. Et c'était... C'est ça, c'est le fait que c'est l'absence de faute qui devient suspecte parce Mm, qu'une personne normale va forcément en faire à un moment donné. Et ChatGPT n'est pas programmé pour... Enfin, on pourrait peut-être l'aider à lui dire... oui, carrément, voilà, elle fait fais-moi un peu... mail de phishing, mais avec une ou deux fautes. Oui, parce mais qu'ils vont voilà, tendre vers il la faut- perfection de leur Exactement, côté. c'est ça. Alors, fort heureusement, l'intelligence artificielle est aussi au service de la cybercriminalité. Et d'ailleurs, il y a Devoteam, je suis tombée sur un article qu'ils ont écrit dans lequel ils présentent De même... la défense, du coup. À la défense, t'as dit? Non, bah, je sais pas. De la mais- défense? Oui. Ah, qui défendent? Non, Non, j'ai ok. pas compris. Je Vas-y, peux- parce que dis-moi, t'as dit dis-moi. cybercriminalité. Oui. Et du coup, je pense que ça doit être plutôt... Ah, j'ai dit cybercriminalité. Tu suis. Cybersécurité. Donc ouais, Devoteam a écrit un article dans lequel il présente l'intelligence artificielle comme un outil qui va carrément révolutionner la cybersécurité. C'est ce qu'ils disent en matière de confidentialité, de disponibilité, d'intégrité des informations circulant dans les systèmes informatiques. Séverine, est-ce que toi tu connais des exemples d'IA aujourd'hui qui sont au service de la cybersécurité et pas criminalité? Exemple, alors peut-être exemple d'utilisation d'IA pour la cybersécurité. Je pense aux préventions d'attaques. Prévenir les attaques, c'est-à-dire que les systèmes d'intelligence artificielle sont capables d'être programmés pour bloquer les attaques informatiques en temps réel et ça améliore considérablement la sécurité des systèmes. Ok. Oui, alors pour ajouter peut-être un petit truc dessus, les entreprises ont des solutions du coup de sécurité. Et il y a le mode souvent détection et le mode blocage. Ça peut être sur différents équipements. Et globalement, à part peut-être l'antivirus, les entreprises ont très peur de mettre un élément en mode bloquant directement suite à une détection parce que ça peut paralyser la production et il y a un risque avec toutes les solutions de faux positifs. Donc, Même si c'est un truc... Justement, alors pour le coup, pour l'IA, on va dire l'IA, on va rajouter la petite boîte par laquelle passent tous les flux et tout ça, et il va faire sa petite salade, et puis il va en ressortir, voilà, ça c'est malveillant, et il va le bloquer. Donc ça devient magique, et déjà, quand on maîtrise plus ou moins ce qu'on fait, on a peur de bloquer en automatique. Avec l'IA, je pense vraiment, j'ai en tout cas, pour le moment, j'ai jamais vu une entreprise qui oserait le faire. Voilà, on va plutôt mettre en mode création d'alerte, en mode détection pour analyse complémentaire. Le blocage auto sur cette phase, on n'y est pas encore, on va dire. Oui, ça vient en complément en fait C'est ça. pour Ouais. aider les collaborateurs à mieux détecter. Surtout quand on travaille dans un SOC par exemple où on a beaucoup d'alertes. Aujourd'hui, les systèmes d'IA sont quand même aident beaucoup à prévenir toutes ces attaques. Ouais, ils ont réussi à se l'approprier quand même plutôt pas mal. Ouais. Sans en dépendre complètement évidemment parce qu'il y a toujours besoin de vérifier les faux positifs, etc. T'en connais d'autres des outils Vitech? Oui, alors on peut citer le NDR, du coup c'est un peu le pendant de l'EDR, donc là c'est Network Detection and Response. Ça va être finalement une boîte qu'on va installer quelque part dans le SI et tous les flux vont passer par cette petite boîte magique, on va dire. Et cette boîte va, du coup il y a de l'IA, il y a du machine learning, elle va commencer à apprendre les comportements normaux qui ont lieu, donc tous les flux, cette machine parle à cette machine, à telle heure, etc. Et au bout d'une phase d'apprentissage, elle va pouvoir en déduire des choses qui sont anormales et potentiellement lever des alertes comme ça. Donc ça va être une façon de voir les choses. Et sinon,
actuellement, ChatGPT, typiquement, si on reçoit des mails de phishing avec des scripts qui sont peut-être assez obfusqués ou où l'humain comprendrait rien, on le donne à ChatGPT et il nous ressort une explication, voire il arrive à reformater le code pour qu'il soit beaucoup plus lisible par l'humain. Ok. Et donc, c'est une aide à l'analyse et on gagne énormément de temps. Je savais pas ça. Très très fort pour la désobfuscation. Ouais. Donc, c'est vraiment pratique. Donc, ça, c'est un autre exemple. Je connaissais même pas ce mot, la désoffuscation. Ouais, parce qu'obfuscation, du coup, c'est le fait de finalement rendre plus difficile à lire, plus difficile à comprendre. Et là, bon, là, c'est l'inverse. Mais ouais. Rien à voir en plus avec l'offuscation, parce que être offusqué. Obfusqué. Ah, Obfusqué. obfusqué. D'accord, Obfusqué, ouais. ok, j'avais mal compris. Ouais, Très bien. Ouais. Alors, dernière question avant de conclure. À chaque fois, ça passe tellement vite. On est déjà à 1h15, c'est incroyable. Alors, du coup, moi, je me suis dit qu'il faudrait que la cybersécurité, elle évolue aussi vite que la cybercriminalité pour en fait, qu'on ne soit pas à la ramasse, même si je pense que certaines entreprises sont quand même à la ramasse. Et en fait, du coup, est-ce que c'est le cas? Est-ce que la cybersécurité, elle reste bien à l'affût de l'essor des nouvelles technologies pour se les approprier et justement ne pas être en retard par rapport à la cybercriminalité? Wojtek, je te laisse répondre. Oui. Je pense que tu peux peut-être reposer la question. Je suis pas sûr d'avoir... Ah, pardon. Ouais. En gros, tu as la cybersécurité, je pense qu'il faut qu'elle évolue aussi vite que la cybercriminalité pour pas qu'on soit, quand je dis on, c'est genre cybersécurité, pour pas que la cybersécurité soit en retard et que du coup soit dépassée finalement par l'avancée de la cybersécurité qui, elle, va tout le temps évoluer parce qu'ils vont toujours essayer de trouver quelque chose de mieux. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive, tu vois, à évoluer sur la même tendance où on est déjà bien en retard et on a un gap énorme à rattraper? Entre attaquants et défenseurs? Oui, c'est ça. Si? Ouais. Ok. En fait, c'est vrai que c'est un jeu du chat et la souris permanent entre des nouvelles techniques qui sortent d'attaque, des nouvelles façons de détecter des choses parce qu'on a de plus en plus d'informations qui sont disponibles. Tout va bien. Tout va s'écouler. C'est les aléas du direct. On va refaire un remake de premier épisode. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir, c'était sur les crypto-monnaies. On a eu un petit... Ouais, non, et du coup, c'est un jeu du chat et la souris permanent. Il y a des nouvelles attaques qui sortent tous les jours, des nouvelles vulnérabilités. Donc, globalement, de ce côté-là, on fait beaucoup de veille en défense. On essaie de se tenir au courant de toutes ces nouvelles attaques. Mais globalement, il y a de plus en plus d'intérêt envers la cyber, de plus en plus de budget, de plus en plus de monde. Donc, il y a de plus en plus de choses à suivre. Et typiquement, on peut presque dire que c'est plus possible de se maintenir à jour, vraiment à jour au day-to-day, on va dire. Mais voilà, on va se tenir au courant via plusieurs canaux. Par exemple, Twitter, il faut faire sa veille sur Twitter, sur LinkedIn. Il y a beaucoup de chercheurs qui publient des choses. Oui, et tout le temps, en fait. Tout le temps. Donc, globalement, on ne s'arrête pas. Mais d'ailleurs, c'est aussi une particularité de ce métier où il faut être du coup passionné, il faut avoir beaucoup de temps. On ne fait pas 9-18 et après on oublie tout. On continue de 18 à... jusqu'à quand on n'en peut plus. Enfin, voilà, jusqu'au burn-out. Ouais, jusqu'au burn-out. Alors oui, on peut le voir un peu comme ça, mais globalement, en fait, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est vraiment il faut être passionné. Du coup, il y a tellement de choses à apprendre. Donc on essaie de faire du mieux qu'on peut maintenant. Est-ce qu'on y arrive vraiment à se tenir à jour? Je pense que c'est pas possible. Moi, j'ai déjà, on va dire, abandonné cette idée. Mais ouais, sur les choses les plus critiques, ça va revenir 3-4 fois dans plein d'articles. Donc là, on va essayer au moins de couvrir les risques principaux ou des choses comme ça. Oui, il faut se faire à l'idée, il faut être à l'aise avec le fait qu'en fait, si on choisit cette branche, on n'atteindra jamais la pleine connaissance. Exactement, oui. Là, on n'est que dans un domaine. À une époque, les scientifiques du 17e, 18e, ils pouvaient se permettre de faire des maths, de la philo, plein de choses. Aujourd'hui, même dans la cyber, si on se spécialise juste sur la cyber, il y a encore 50 000 sous-domaines derrière où il va falloir peut-être s'intéresser à un seul pour être l'expert mondial de ce truc-là ou être un peu plus généraliste, mais en sachant qu'on ne connaîtra pas tout dans les détails, quoi. Yes. C'est parti pour conclure. On va vous annoncer du coup les gagnants. Mais avant ça,
les ressources à partager. Je pense que c'est un point important justement dans ce milieu où il y a énormément d'évolution dans les deux côtés, cybersécurité et cybercriminalité. Wojtek, Séverine, est-ce que vous avez... si c'est ça, des ressources à partager pour monter en compétences, rester informé, etc. Alors, les plateformes d'apprentissage pour se former, je dirais classiques, hein, TryHackMe, RootMe, Hack2Box, Ozint aussi, .eu. Ça, c'est de la ressource très théorique. Théorique, mais en même temps, c'est assez pratique parce que c'est sous forme de CTF, donc capture de flag. C'est-à-dire qu'en fait, on apprend et on manipule. Il y a des exercices, en fait. Donc, c'est assez bien fait. C'est les plateformes les plus connues en cyber que je connais. Et pour rester informé, tu m'as dit aussi. Rester informé pour la culture cyber, je vous conseillerais l'émission Risk Intel de Yasmine Douadi, qui a lieu chaque mardi soir à 19h ou 19h30, je ne sais plus. Et à chaque fois, il y a un sujet... C'est un podcast c'est une émission plutôt. Ok. Mais après, oui, on peut l'écouter sous forme de podcast. Okay. À chaque fois, il y a 4 invités, 4 experts de la cyber, de différentes entreprises, des professionnels, et qui traitent d'un sujet différent à chaque fois sur la cybersécurité. Mais il y a tellement de thèmes à aborder que... Voilà, c'est très, très intéressant. Ok. Moi, je connais pas. Ouais, non, je connaissais pas celui-là. J'en connais d'autres, mais comme Hack and Speak. Mais ouais, clairement, je pense que je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit juste avant sur les plateformes. J'aurais pas, voilà, RootMe. Je pense que d'ailleurs, ça, en fonction du nombre de points qu'on a sur cette plateforme, ça peut nous débloquer un entretien, voire un job directement. Parce que c'est très, très suivi. C'est une sorte de classement. Alors, c'est pas vraiment un classement, mais on va dire aux échecs, on a des classements où on peut directement savoir à peu près la force des joueurs et tout ça. Ici, c'est pas directement comme ça que ça marche. C'est vraiment... on voit le temps finalement qu'une personne a passé pour s'entraîner, parce que plus elle a passé de temps, plus elle a de chances d'avoir réussi les challenges et d'avoir plus de points sur ces sites-là. Et donc on apprend vraiment, c'est un peu à la dure, parce qu'on a un challenge, on sait potentiellement même pas quoi faire, peut-être 2-3 ressources à lire qui sont pas forcément très parlantes, et c'est vraiment, il va falloir... se donner à fond et creuser beaucoup sur Internet par soi-même, essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, ouais, très pratique pour le coup. Hack2Box aussi, très bonne plateforme pour plutôt spécialiser sur Hack2Box. Hack, voilà. Hack la boîte, Hack2Box. Okay. Et en fait, les box, c'est vraiment les machines. On les attaque et le but, c'est de la compromettre et du coup de... Ah, ça, génial. Ça, c'est de la mise en situation, c'est le genre de truc. Ça fait comme un jeu, en fait. C'est un jeu. Ok, d'accord, très bien. Ouais, donc c'est vraiment très très bien. Et pour la veille, pour moi, c'est je connais quelques chercheurs en cyber et au bout d'un moment sur Twitter, sur LinkedIn, et il suffit juste de s'abonner à eux et on a tout de suite on s'abonne aux bonnes personnes, aux bonnes personnes, c'est ça. Et on a tout de suite les actualités cyber dans son fil d'actualité. Oui, carrément. Ça va très très vite sur Twitter, donc. Et puis, pour revenir à ce que tu disais par rapport aux offres d'emploi, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que sur RootMe, c'est sûr qu'il y a des offres d'emploi directement sur le site. Ouais. En fonction du score que tu as, il dit, par exemple... Ouais, c'est ça. L'offre d'emploi seulement si tu as tant de points, par exemple. Il y en a qui s'amusent même à aller jusque-là. Bon, je trouve ça un peu abusé, mais en tout cas, c'est drôle. Ouais. Ils recrutent, c'est un de leurs critères. Oui, puis ça pousse les gens à revenir sur la plateforme, faire les formations, avoir des points, etc. Justement, en parlant d'opportunités, d'offres d'emploi, d'opportunités métiers, Wojtek, c'est quoi les opportunités métiers actuellement? Parce que c'est quand même un domaine où je pense que vous pouvez y aller sans pression. C'est vrai, il y a vraiment un besoin énorme. Je ne sais pas combien de places sont manquantes pour des ingés. Alors, si on sort de les frais avec un diplôme d'ingénieur, globalement, on n'aura vraiment aucun problème à trouver d'emploi. Donc, c'est vraiment top. Peut-être par rapport à d'autres métiers où c'est beaucoup plus dur. Je pense qu'en sortie d'école, typiquement, un ingénieur effray peut prétendre à plusieurs postes. Ça va être peut-être de l'analyse SOC. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement qualifier. On va recevoir des alertes de tous les outils de sécurité. Et on va essayer de les qualifier et de voir si c'est des vrais positifs, des faux positifs, c'est-à-dire des vraies attaques ou tout simplement l'outil qui s'est un peu emballé. On va pouvoir, donc ça c'est la sécurité défensive, on dit Blue Team.
Et on peut aller s'orienter vers de la Red Team aussi. Donc la Red Team, plutôt la partie offensive, où là, notamment, on parlait d'Axe the Box tout à l'heure. On va essayer de compromettre les systèmes, se mettre dans la peau d'un attaquant et de compromettre du coup les systèmes et de rédiger un rapport et de montrer au client potentiellement qu'il y a des failles et comment on a réussi vraiment à exploiter ces systèmes tout en étant bien sûr mandaté spécialement pour faire ça. Il faut bien sûr pas lancer d'attaque contre des systèmes si on n'a pas le droit de le faire. Donc il y a des contrats, tout ça. Il y a aussi un peu d'autres domaines de l'analyse de risque, c'est un peu plus de la compliance, un peu de fonctionnel. Donc c'est moins exigeant en termes de compétences techniques parce que la cyber, globalement, c'est ce qui peut-être fait un peu peur. Au départ, on a l'impression que c'est très très technique. Et donc du coup, il y a des métiers plus ou moins techniques. Moi, je pense qu'il faut s'orienter au départ sur quelque chose qui est quand même assez technique finalement, comme analyse SOC peut-être ou pentester. Parce que c'est vraiment les choses, pour mieux comprendre comment ça marche, quoi, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment le plus intéressant. C'est ta reco. C'est ma reco. Voilà. Et je pense que c'est très très abordable pour le coup, analyste SOC en sortie d'école. Je pense que dans ma promo, j'ai pas fait les stats, mais globalement, la majorité est partie sur ce cursus. Ouais. Et je pense aussi un truc qu'on dit pas forcément, c'est comme, alors à chaque fois je confonds entre offre et demande. L'offre, c'est l'offre d'emploi, donc il y a plus de demandes que d'offres actuellement. Oui. Il y a beaucoup plus même de demandes que d'offres. Exact. Et du coup, ça fait que si les étudiants choisissent ça comme voie, en termes de salaire aussi, c'est assez conséquent parce que du coup, Ce qui est rare et cher. Exactement. C'est rare. Donc, du coup, il y a des exigences qui sont mises et donc, c'est sûr que vous allez être bien payé. Clairement. Donc, voilà, un petit détail important. L'argent, quand même, c'est important. Et en plus de ça, si vous décidez d'être freelance et faire du bug bounty, ah bah alors là, c'est bon, vous êtes du pétrole. Mais il faut quand même avoir un bon niveau. Oui, bien sûr. Parce que... bien sûr. Je ne reconnais même pas personnellement les personnes qui peuvent faire ça. J'en connais aucun. Oui, c'est vrai qu'on a dit que c'était très... Exact. Un petit événement dont... Ah oui, d'abord, est-ce que... C'est vrai que je t'ai pas posé la question. Est-ce que toi, tu sais déjà, même si tu es en M2, que tu n'es pas encore dans le monde du travail, tu sais, ou est-ce que tu aimerais intervenir dans tout cet écosystème ? Alors, je suis intéressée par tout ce qui touche à la cyber au sens général. Après, particulièrement par la sécurité dans le cloud. Ça, c'est un domaine qui m'intéresse. Et c'est vers ce domaine que j'ai décidé de m'orienter pour mon stage de fin d'études. Ok, et puis d'où le choix de la majeure, cybersécurité. Exactement. On reste quand même dans la même logique. Et donc, tu as un événement à nous parler. Exactement. En rapport avec la cybersécurité. Très gros événement. Alors, il y a la Cyber Night qui aura lieu du vendredi 24 au samedi 25 novembre, qui est ouvert à tous les étudiants, débutants, intermédiaires, avancés. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On vous met le lien dans le chat. Il reste plus que 2 jours, je crois. Ah ouais, avant la fermeture des inscriptions. Ah oui, la fermeture des inscriptions. Donc, dépêcez-vous de vous inscrire. Il y aura pas mal d'activités, des conférences, des ateliers. Il y aura même, tu sais, on a dit... Oui, et des stands de kits de... comment t'as dit ça s'appelait Kits de crochetage. Donc des stands de crochetage. Des stands de crochetage pour apprendre à crocheter. Pas mal de choses. Et un CTF, bien sûr, qui durera toute la nuit. Donc de quoi bien s'amuser. Et il y a une conférence, j'ai vu, de Gentil Kiwi. De Gentil Kiwi ? Ouais, vraiment. C'est qui ça ? C'est un hacker français très connu, expert, qui a créé notamment l'outil qui s'appelle Mimikatz. D'accord. Et donc là, il va parler je vois, d'attaque NFC. Bon, c'est pas dans ce domaine-là que je le connais le plus, mais du coup, ça risque d'être vraiment hyper intéressant. C'est une des légendes, je pense, françaises. Ah oui, ok, à ce point-là. Ouais. Ah bah, trop cool alors. Trop stylé, trop bien. Je voulais poser une question. Qu'est-ce que je voulais faire avant de conclure ? Ah oui, j'ai vu qu'il y avait une question pour toi, Wojtek. As-tu déjà interagi avec un hacker ? Alors non, pas directement. Ça dépend qu'est-ce qu'on met derrière le Peut-être terme sur hacker. Le Darknet. Mais, t'as déjà eu accès au Darknet ? Oui. Parlons enfin les questions intéressantes. le peuple veut savoir. Non, oui. J'y suis pas allé directement.
Personnellement, j'ai pas eu de besoin. Même pour faire Ça de peut la être de la recherche ou quoi. curiosité, Ça peut hein. être de la curiosité. Non, mais non. À Ok. vrai dire, non, mais je vois à quoi ça ressemble. Je vois comment y aller ou des choses comme ça, mais ouais. Et toi, Séverine, tu es déjà allée ou pas? Non. Non. Mais j'ai déjà regardé un peu à quoi ça ressemble, mais via des vidéos. Ok, très bien. Oh, ils sont sages quand même. On ne dit Alors, pas tout. c'est ça. Alors, en termes de gagnants, avant de vous remercier et de vous dire à la prochaine, donc le premier, vous savez, celui qui a gagné, du coup, on a dit les AirTags, c'est Rem, c'est moi. Et en fait, au lieu de vous demander, je suis bête, après je me suis dit ça, j'aurais dû juste vous demander, retenez le nom du pseudo et puis vous l'annoncez à la fin. Non, mais non, bref, c'est pas grave. Du coup, gagnant du livre et du kit de crochetage. Merci Stéphane de me d'être mon soutien pour ce mot. Du coup, donc gagnant, deuxième question, on a dit, tu te rappelles, toi ou pas du pseudo? Parce que j'en ai deux. Je crois oui, il y avait 2 personnes, mais je sais pas trop. Ah non, qui Il y en dit... a une avant. Ah non, c'était quoi déjà le... Pardon. Ma question? Non, le résultat. Le résultat, c'était la réponse B. Ok, et c'était Eternal. Eternal Blue. Ok, très bien. Et donc du coup, c'est Michel Gazelle en gagnant. Et du coup, notre troisième gagnant, c'était quoi la réponse? SPF. Le protocole SPF. Le protocole SPF. Ok, et ben du coup, c'est Rem, c'est moi aussi. Alors je sais pas, parce que moi j'ai dit qu'en premier c'était Rem, c'est moi aussi. Ouais. Alors je sais pas, peut-être qu'on va du coup prendre la deuxième personne peut-être. Ouais, peut-être Ouais. prendre la deuxième personne. Donc on verra pour le troisième gagnant, ce sera peut-être une autre personne. Désolée Rem, c'est moi. Tu n'auras pas de lot. Et ben voilà, c'est déjà terminé. Un grand merci. D'avoir Merci à été vous. avec Merci de nous nous. avoir invités. C'est normal, merci de nous avoir partagé toutes vos connaissances. C'était très agréable. Merci beaucoup encore à l'équipe. Merci toujours. Merci à vous, merci à vous. Merci à toute l'équipe Effray aussi qui est derrière. Je vous dis à la prochaine. On n'a pas encore le sujet, mais restez connectés. Ça serait d'ici 2-3 mois, je pense. Et puis voilà, j'espère que c'est toujours un plaisir pour vous. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour nous. Donc, salut, bye.